Imaginez un instant. On est il y a plus de 5000 ans. Oui, vers 3300 avant notre ère. Devant nous, une mer d'herbe, à perte de vue. C'est la steppe immense entre la mer Noire et la mer Caspienne. Et là, dans ce paysage, quelque chose de nouveau apparaît. Des monticules de terre? Exactement, des monuments funéraires, les kurganes. Et ces tombes, eh bien, elles sont la signature d'une culture qui fascine les chercheurs, les Yamnaya, Un nom qui, c'est vrai, était assez confidentiel il y a 10 ans. et qui est aujourd'hui au cœur d'un des plus grands débats scientifiques sur nos origines. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans les sources pour comprendre qui ils étaient, En croisant l'archéologie, la génétique et même la mythologie. mais on va le faire avec beaucoup de prudence. D'ailleurs, je dis le peuple Yamnaya. Est-ce que c'est bien le bon terme pour commencer? C'est une excellente question. Et c'est le piège principal, en fait. Quand on parle de culture Yamnaya, il faut bien comprendre que c'est une culture archéologique. C'est-à-dire? C'est une construction de chercheurs. C'est un outil de travail, oui. Ça désigne un ensemble de pratiques, de poteries, de rituels funéraires qu'on retrouve sur un immense territoire à une période donnée. Donc, pas une nation Yamnaya avec un drapeau et une conscience commune. Exactement. Il faut vraiment se défaire de cette image. Sous cette étiquette Yamnaya, il y avait sûrement des groupes qui parlaient des langues différentes, qui se faisaient la guerre. Ils partageaient un mode de vie. Garder ça en tête, c'est crucial. D'accord, la mise en garde est claire. Alors, parlons de ce mode de vie. On lit souvent que les Yamnaya ont provoqué une révolution. Le mot est fort pour la préhistoire. Qu'est-ce qui était si révolutionnaire chez eux? C'est un package technologique et culturel qui repose sur 3 grands piliers. Le tout premier, c'est la mobilité. Et la clé, c'est l'invention du chariot. Le chariot à 4 roues? Oui, tiré par des bœufs. Et attention, ce n'est pas juste un moyen de transport. Ah non, Non, c'est une maison mobile. Pour la première fois, on peut emporter de l'eau, des vivres, un abri au cœur de la steppe, loin des rivières. Ils ont rendu habitable un biome immense qui était quasi vide avant eux. un écosystème sur roue, j'ai lu cette expression. C'est tout à fait ça. Et ça a permis une explosion démographique. D'accord, l'image est puissante. On a la maison mobile. Mais pour le travail, pour gérer des troupeaux énormes dans ces plaines infinies, le chariot à bœufs, c'est lent. Ça ne suffit pas. Vous mettez le doigt sur le deuxième pilier, le cheval. Le cheval. Mais on a longtemps débattu, non? Pour la viande ou pour le monter? Pendant très longtemps, oui, on n'avait pas de preuves formelles. Et puis, très récemment, une étude a tout changé. On a identifié ce qu'on appelle le syndrome du cavalier sur des squelettes Yamnaya. Le syndrome du cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des traces d'usure, des déformations sur les os des hanches, du fémur, des vertèbres. Ah oui? Oui, des marques très spécifiques que seule une pratique intensive de l'équitation peut expliquer. La combinaison de ces traces est une vraie signature. Et on est sûr que ce n'est pas juste une vie très rude? On a comparé, et non. Cette combinaison précise, on ne la retrouve pas ailleurs. Alors attention, hein? Ce n'est pas encore la cavalerie de guerre. Pas du tout. Pas de mort sans métal, pas d'étrier. Le cavalier Yamnaya, c'est un super berger. Il peut surveiller un troupeau immense, communiquer très vite. C'est un multiplicateur économique avant d'être une arme. D'accord, donc on a la maison chariot, le cheval outil. Reste l'énergie, le carburant de cette société. Quel est ce troisième pilier? Le troisième pilier, c'est le lait et ses dérivés. L'analyse du tartre dentaire des squelettes est formelle. Du tartre dentaire. Oui, c'est une archive incroyable. On y a trouvé des protéines de lait de vache, de brebis et même de juments. Logique pour des pasteurs. Où est la révolution là-dedans? Ah, mais c'est là qu'on arrive au paradoxe. Un paradoxe biologique génial. Je vous écoute. Les analyses ADN de ces mêmes squelettes ont prouvé qu'ils étaient massivement intolérants au lactose à l'âge adulte. Pardon, c'est une blague. Le peuple du lait ne digérait pas le lait. C'est le comble, oui. La mutation génétique qui nous permet de digérer le lait frais n'existait quasiment pas chez eux. Mais comment ils faisaient alors? Ils ont utilisé leur cerveau. C'est un cas d'école. La culture qui trouve une parade à la biologie. La solution, c'est la fermentation. Le fromage, les yaourts? Exactement. Fromage, yaourt, kéfir. En transformant le lait, ils éliminaient le lactose tout en gardant les protéines et les graisses. C'est du hacking préhistorique en quelque sorte. C'est incroyable. Chariot, cheval, fromage. La recette du succès. Mais la trace la plus visible qu'ils nous ont laissée, ce sont leurs tombes, ces fameux kurganes. Le nom Yamnaya vient de là, non? Oui, du mot russe yama, qui veut dire fosse.
Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces tombes? Énormément de choses. D'abord, une standardisation du rituel sur des milliers de kilomètres. La sépulture est presque toujours individuelle. Ce qui est nouveau pour les popes. C'est une vraie rupture, oui. Le corps est sur le dos, genoux repliés vers le ciel, et puis il y a cet usage systématique de l'ocre rouge. Cette poudre rouge, quelle était sa signification? On pense qu'elle symbolisait la vie, le sang. C'était sans doute une façon de réanimer le défunt pour son voyage dans l'au-delà. C'est un geste très fort et chez eux, il est partout. Et au-delà des croyances, l'organisation sociale, on sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus très égalitaire, tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Construire un kurgan, même un petit, ça demande du travail. Beaucoup de travail. Donc cet honneur n'est pas pour tout le monde. Non, c'est la fin des sociétés plus égalitaires du néolithique. On a une élite, une hiérarchie, et cette élite, elle est très masculine. Ah oui, ouais. Quand on analyse les tombes centrales les plus importantes, 70 à 80% des squelettes sont des hommes adultes. Le chiffre est sans appel. Ce qui dessine une société Fortement patriarcale, où le pouvoir et le prestige sont masculins, et probablement patrilinéaire, où l'héritage se transmet de père en fils. D'accord. L'archéologie pose des bases très solides. Et puis, en 2015, l'ADN ancien arrive et fait l'effet d'une bombe. Une vraie bombe scientifique, oui. Qu'est-ce qu'elle a révélé de si explosif? Elle a confirmé, et avec une force incroyable, l'idée d'une migration massive depuis la steppe. Le cas le plus spectaculaire, c'est celui de la culture de la céramique cordée, en Europe du Nord. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les gens de cette culture avaient jusqu'à 75% de leur ADN qui venait de populations de type Yamanaya. 75%. C'est vertigineux. Ça veut dire qu'il y a eu un remplacement de population presque total dans certaines régions. L'impact démographique a été immense, oui. On ne parle plus d'une simple diffusion d'idées, mais d'un déplacement massif de personnes. À ce moment-là, en 2015, beaucoup de chercheurs se sont dit « ça y est, le puzzle est résolu ». Les Yamanaya sont les Indo-Européens. Voilà, ils ont déferlé sur l'Europe et y ont apporté leur langue et leur gènes, une image simple, claire, puissante. J'imagine que ça n'a pas duré. En science, une réponse simple, c'est souvent le début de questions encore plus compliquées. Exactement, et cette belle image s'est vite heurtée à deux énormes paradoxes, révélés par l'ADN lui-même. Ah, lesquels? Le premier, c'est le paradoxe anatolien. Les langues anatoliennes, comme le hittite, sont vues comme la branche la plus ancienne de l'indo-européen, la première à s'être séparée de l'arbre. Donc logiquement, on devrait trouver une tonne d'ADN de la steppe chez les Hittites. Logiquement, oui. Sauf que les analyses sur l'élite hittite ont montré quasiment zéro ascendance de la steppe. Rien. Zéro? Zéro. Le modèle direct Yamnaya égale tous les Indo-Européens ne tient plus. D'accord. Premier pilier qui s'effondre. Et le deuxième paradoxe? Le deuxième, c'est l'énigme des lignées paternelles, les haplogroupes Y. C'est un peu technique, mais en gros, les lignées d'hommes dominantes chez les Yamnaya de la steppe ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui explosent en Europe de l'Ouest. C'est proche, mais pas identique. Voilà. Ce n'est pas un simple copier-coller. C'est comme si les migrants étaient les cousins, très proches des Yamnaya, mais pas les Yamnaya eux-mêmes. Alors là, ça devient un vrai casse-tête. On a une langue sans les gènes d'un côté et des gènes un peu différents de l'autre. Comment on résout ça? Eh bien, une nouvelle hypothèse gagne du terrain. On l'appelle l'hypothèse de l'arc sud. Elle propose de dézoomer un peu. C'est-à-dire? L'origine ultime ne serait pas la culture Yamnaya, mais une métapopulation source plus ancienne, vivant plus au sud, vers le Caucase, le nord de l'Iran. Une population mère en quelque sorte. C'est ça. Et cette population se serait scindée. Une première branche très tôt serait partie vers le sud, en Anatolie, pour donner les futurs Hittites. Ils avaient la langue, mais pas encore les gènes de la steppe. D'accord. Une autre branche serait montée vers le nord, se serait mélangée avec des chasseurs-cueilleurs locaux, et ce mélange aurait donné naissance aux Yamnaya, avec tout leur package technologique. Attendez, ça change tout. Si je vous suis bien, les Yamnaya ne sont plus la racine de l'arbre, Non, mais une branche. une branche très très puissante. C'est une excellente analogie. Ils ne sont plus les ancêtres, mais plutôt les grands frères qui ont eu un succès fou et qui ont diffusé l'héritage familial à travers l'Europe. C'est beaucoup plus subtil. Mais ça résout les deux paradoxes d'un coup. On a les os, les gènes, c'est déjà énorme. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Essayer d'entrer dans leur tête, dans leur univers mental? C'est le plus grand défi. Mais on a un outil pour ça, la mythologie comparée. C'est une discipline fascinante, On compare les mythes de peuples très éloignés, comme les Indiens des Védas, les Grecs d'Homère, les Scandinaves, pour trouver des structures communes.
Et on peut reconstruire des bribes de leur mythe originel. Et qu'est-ce que ces mythes nous racontent? Ils nous racontent une histoire qui semble avoir été absolument centrale pour eux. Le mythe de Trito, le premier guerrier. Trito. Le troisième, en gros. Le héros Trito reçoit du bétail des dieux. Mais un monstre, un serpent à 3 têtes, lui vole ce bétail. Aidé par le dieu de l'orage, Trito affronte le serpent, le tue et récupère les troupeaux. C'est un récit héroïque assez classique, le héros contre le monstre. Oui, mais son implication sociale est immense. Ce n'est pas qu'un conte, c'est une charte idéologique qui justifie le raid de bétail. Ah oui, comment ça? Le mythe dit « Notre bétail nous a été donné par les dieux. Il est à nous. » Donc, si nos voisins ont du bétail, c'est qu'ils nous l'ont volé. Aller le reprendre par la force, ce n'est pas du vol. C'est la récupération légitime de notre bien. Exactement. C'est une idéologie qui sanctifie et encourage l'expansion. C'est une lecture qui change tout, un mythe de bravoure qui devient un permis de piller, en quelque sorte. Ça peut nous sembler cynique, mais pour une société de pasteurs, guerriers, en pleine expansion, c'est terriblement efficace. Et cette idéologie s'incarnait dans une structure sociale bien réelle, les Corios. Les Corios. C'était des bandes de jeunes guerriers, des célibataires, qui vivaient en marge de la société, un peu comme des meutes de loups. Ils vivaient de raids, de pillages. C'était un rite de passage. Une sorte de service militaire préhistorique. Voilà. Et ces bandes de jeunes, galvanisées par le mythe de Trito, ont très probablement été le fer de lance des migrations. Donc si on résume, les Yamnaya ne sont pas la réponse simple et unique à la question indo-européenne, mais un tournant majeur. Absolument. Ils incarnent une synthèse redoutable entre une technologie, une adaptation biologique et une idéologie de l'expansion. C'est une synthèse parfaite. Ça nous rappelle que les grands tournants de l'histoire, ce n'est jamais une seule cause. C'est un alignement de planètes, si vous voulez. Une combinaison de facteurs qui rend un groupe humain incroyablement dynamique à un moment donné. Pour conclure, je repense à ce mythe de Trito, le héros qui combat un monstre chaotique, un serpent, un dragon. C'est peut-être un des récits les plus fondamentaux de l'humanité. On le retrouve partout, de Saint-Georges au serpent de Midgard de chez les Vikings. Et la pensée vertigineuse, c'est de se dire qu'à son origine, ce récit qui nous semble si fondateur, si positif, le courage contre le mal, servait peut-être avant tout à justifier la prise des biens de son voisin. Ça nous laisse avec une question à méditer, en effet. Comment les grands récits qui fondent nos cultures, même les plus nobles, peuvent-ils aussi porter en eux le moteur, parfois brutal, de leur propre expansion ?